Bonjour tout le monde, bienvenue dans le cours Gestion des ressources humaines. Je réponds au nom de Bérénice Absalom Polo. Aujourd'hui, on va aborder le cinquième chapitre qui parle de la rémunération. Le plan est ainsi présenté. On va parler de rémunération, d'avantages sociaux et on termine avec la grille salariale. La rémunération, qu'est-ce que c'est? La rémunération représente ce qu'un employé reçoit pour son travail. La rémunération est donc le fruit du travail de quelqu'un. On peut donc dire que la rémunération comprend le salaire et les autres avantages reçus en échange de travail. Donc, pour parler de rémunération, il faut préalablement qu'il y ait un travail accompli. Point de vue par rapport au salaire ou encore à la rémunération. La rémunération peut être le reflet de pouvoir d'achat. Dépendamment du salaire de l'employé, il va pouvoir acheter des biens et services, il va pouvoir consommer, il va pouvoir satisfaire ses besoins. Ça peut aussi être le reflet d'une position sociale. Dépendamment du poste occupé, on peut avoir un salaire qui donne une idée ou encore qui place une personne dans une position sociale donnée. Productivité du travail. Le salaire peut être vu comme le résultat d'une performance, tout comme le salaire peut être la récompense de l'effort de quelqu'un. Employé et employeur par rapport à la rémunération. Les deux ne voient pas le salaire de la même façon. Pour les employés, le salaire, c'est un revenu. Donc, on aurait aimé avoir le plus de revenus possible. Alors que pour l'employeur, le salaire est une charge. Donc, on aurait aimé payer le moins de salaire possible. On voit bien que employés et employeurs ne vont jamais s'entendre sur le salaire parce que justement, ce n'est pas la même chose pour les deux. Pour donner un salaire juste ou encore un salaire équitable, les entreprises font ce qu'on appelle le classement des emplois. Ça permet de déterminer au préalable qu'est-ce qu'il faut pour ce type d'emploi en termes d'efforts, en termes de connaissances, de compétences, etc. Et ça permet justement de faire concorder salaire et emploi. Si on est à une classe d'emploi qui demande par exemple très peu de formation, on va avoir un salaire. Si on est à une classe d'emploi qui demande beaucoup de formation, beaucoup d'initiatives, prise de décision, etc., on aura un autre niveau de salaire. Exemple de classe d'emploi, classe 1, travail simple et répétitif. C'est quelqu'un qui travaille sous supervision, qui n'a pas beaucoup de formation, par exemple. Le salaire sera faible. Classe 2, travail simple avec un peu de formation. Le salaire sera plus élevé que la classe 1. Classe 3, travail simple avec formation. Oui, le niveau de formation est plus élevé, mais le travail reste encore un travail simple. Classe 4, travail assez complexe. On a quand même un certain niveau de complexité. Et classe 5, travail complexe. Là, ça devient plus sérieux. Donc, au fur et à mesure qu'on change de classe, on va avoir un autre niveau de salaire. Question de la rémunération. Pour payer, les entreprises se posent des questions. Est-ce qu'on va faire coïncider le salaire avec les responsabilités ou les compétences? Est-ce qu'on va prioriser l'équité interne ou encore l'équité externe? Est-ce que l'approche sera standardisée ou encore on va tenir compte des différences individuelles, de la performance, de la compétence, etc. L'entreprise peut aussi se questionner sur le lien rendement, ancienneté ou responsabilité par rapport au salaire. Est-ce que c'est l'ancienneté qu'on va récompenser ou encore le rendement ou encore la responsabilité? Et même si on choisit de s'intéresser au rendement, on peut encore se poser des questions. S'agit-il du rendement individuel ou du rendement collectif? Si c'est le rendement individuel, ce sera la performance pour une personne. Si c'est le rendement collectif, ce sera la performance pour un groupe de personnes.
Et si on garde le rendement, on peut déterminer est-ce qu'il s'agit du rendement court terme, la performance actuelle, ou bien est-ce qu'on va s'intéresser au rendement long terme, le développement de potentiel. Comportement des organisations par rapport à la rémunération. Toutes les organisations ne voient pas la rémunération de la même façon. Il y a certaines qui sont considérées comme étant à l'avant-garde. Ce sont des organisations qui paient des salaires élevés. En général, les employés aiment travailler dans ces genres d'organisations. On trouve des organisations qui décident de suivre le marché. L'entreprise dit, je ne vais pas faire plus, je ne vais pas faire moins, je vais m'aligner sur ce qui se fait sur le marché à ce moment. Les salaires sont pratiquement les mêmes par rapport à la concurrence. On trouve aussi des entreprises qui sont en deçà du marché. Ces entreprises respectent tout simplement ce que dit la loi, mais ne font pas plus. Je reprends. Organisation à l'avant-garde, paie des salaires élevés. Organisation qui décide de suivre le marché, paie des salaires alignés sur la concurrence. Organisations qui sont en deçà du marché suivent tout simplement le code du travail, mais ne font pas plus en matière de salaire. Composante de la rémunération. Quand on parle de rémunération, il faut penser rémunération directe. C'est ce que l'employé va recevoir. Donc, quand on parle de rémunération directe, c'est l'argent. Ce que l'employé reçoit pour le travail fourni, c'est la rémunération directe. Mais il y a aussi la rémunération indirecte. C'est tout ce que l'employé va recevoir en plus. Exemple, rémunération des heures non travaillées, congé par exemple, sécurité du revenu, assurance et tout autre privilège sont considérés comme de la rémunération indirecte. Rémunération directe, salaire, l'argent. Rémunération indirecte, les autres avantages qui viennent avec le poste. Rémunération et équité. L'équité, c'est quoi? L'équité, c'est tout simplement le fait de pratiquer la justice. Qu'est-ce que la rémunération a à voir avec l'équité? On doit pratiquer la justice en termes de salaire. L'équité peut être interne. À ce moment, on fonctionne à partir de la formule à travail égal, salaire égal. L'équité peut être externe. L'entreprise décide de payer sur ce que font les concurrents. L'équité individuelle, on accorde une importance particulière à la performance de quelqu'un, au résultat de quelqu'un. L'équité collective, on tient compte du résultat ou encore de la performance de groupe. Et finalement, l'équité légale, on s'assure de respecter ce que dit la loi. Une question importante qu'on doit se poser, le salaire est-il un élément motivant? La rémunération peut-elle motiver? Pour certains auteurs, c'est oui, pour d'autres, c'est non. Si on prend l'école classique, la réponse est oui. On peut motiver avec le salaire. L'employé va travailler beaucoup plus. On va donner un salaire plus élevé. L'employé va travailler encore plus. Si on prend l'école des relations humaines, les avis sont partagés. La hiérarchie des besoins montre que le salaire est un élément motivant parce que l'employé peut utiliser son salaire pour satisfaire un besoin. La théorie des deux facteurs de Herzberg montre que le salaire n'est pas un élément motivant. Dans les deux catégories de facteurs, il y a les facteurs d'hygiène et les facteurs de motivation. Le salaire pour Herzberg est classé dans les facteurs d'hygiène. La théorie de l'équité, elle, montre que le salaire peut motiver parce que l'employé va faire une comparaison entre ce qu'il donne et ce qu'il reçoit et un des éléments de la rétribution, c'est le salaire. Donc, si l'employé est satisfait de son salaire, il sera plus intéressé à travailler.
Je reprends. Les avis sont partagés s'agissant du lien rémunération et motivation. Pour l'école classique, le salaire est un élément motivant. Pour la hiérarchie des besoins, le salaire est aussi un élément motivant parce qu'on peut satisfaire certains besoins avec son salaire. Pour la théorie des deux facteurs, le salaire n'est pas un élément motivant, c'est classé dans les facteurs d'hygiène. Et pour la théorie de l'équité, le salaire est un élément motivant parce que quand l'employé fait la comparaison, s'il n'est pas satisfait de son salaire, il sera démotivé. Maintenant, on va parler des avantages sociaux. Les avantages sociaux représentent tout ce qu'on va avoir en plus du salaire, que ce soit les congés, les assurances, la cafétéria, etc. Tout ce qu'on reçoit en plus représente les avantages sociaux. On peut dire que les avantages sociaux sont les bénéfices non monétaires retirés du travail. Maintenant, la question pourquoi des avantages sociaux, c'est d'abord pour attirer de bons employés, mais c'est aussi et surtout pour retenir de bons employés. Parce que l'objectif, c'est pas seulement attirer les gens pour venir travailler dans l'entreprise, l'objectif, c'est aussi fidéliser les employés. Maintenant, on va parler de grille salariale. La grille salariale, c'est tout simplement un tableau qui donne le classement des emplois avec leur salaire et surtout leur évolution. Pourquoi une grille salariale? C'est pour pratiquer des salaires justes. C'est pour faciliter la transparence. Les employés comprennent la politique de rémunération de l'entreprise. La grille salariale est aussi importante pour permettre une progression rationnelle. Ce n'est pas une progression qui va se faire sur une base subjective, mais c'est une progression justement qui va permettre d'utiliser ce qu'on appelle l'approche méritocratique. Les gens qui vont avoir une augmentation de salaire sont vraiment les personnes qui méritent cette augmentation. Je reprends. Objectif d'une grille salariale, salaire juste, transparence, progression salariale rationnelle, approche méritocratique. Pour construire une grille salariale, il faut connaître les lois concernant le salaire parce que de toute façon, on doit respecter le code du travail. Il faut avoir aussi des informations concernant le marché sur lequel on évolue. L'entreprise doit connaître ce qui se fait sur le marché pour savoir est-ce qu'elle va se positionner à l'avant-garde ou encore est-ce qu'elle va suivre. Il faut aussi réaliser le classement des emplois, classe 1, classe 2, etc., qu'on a déjà vu. Et il faut établir des coefficients pour la progression de salaire. Qu'est-ce qu'il faut pour sortir du salaire 1 pour passer au salaire 2 ou encore de la classe 1 en termes d'emploi pour passer à la classe 2. Je reprends. Pour construire une grille salariale, il faut connaître les lois concernant le salaire, obtenir des informations concernant les salaires sur le marché, réaliser le classement des emplois et finalement établir des coefficients de progression du salaire. Là, on a un exemple de grille salariale. On a par exemple les trois types d'employés, junior, intermédiaire, senior. On a aussi les trois classes d'emploi, C1, classe 1, secrétaire, C2, classe 2, chef de service, C3, classe 3, directeur. Il y a un niveau académique pour avoir ces postes. Le poste de secrétaire, c'est un diplôme. Le poste de chef de service, c'est une licence. Le poste de directeur, c'est une maîtrise. Maintenant, les salaires vont évoluer non seulement avec le niveau académique, mais aussi avec le temps de travail. On voit que pour le poste de secrétaire, le salaire le plus faible pour secrétaire junior, c'est 38 400 gouttes et le niveau le plus élevé, c'est 67 200 gouttes. C'est un niveau qu'on va avoir après 20 ans. Pour le chef de service, quand on rentre junior, on commence à 54 400 gouttes et le niveau le plus élevé, c'est 83 200 gouttes. Pour directeur, on commence avec 67 200 gouttes
Et le niveau le plus élevé après 20 ans, c'est 100 000 gouttes. Il faut aussi remarquer que 54 400 gouttes, qui est le salaire débutant, c'est pour un chef de service junior, mais c'est le salaire de 10 ans pour, pour une secrétaire. Ça veut dire, à 10 ans, on fait correspondre le niveau de quelques mois. Mais c'est pour dire que la formation va entrer en ligne de compte. Parce que pour le poste de secrétaire, on a besoin de diplôme. Pour le poste de chef de service, on a besoin d'une licence. Et si on regarde, on voit que 67 200 gouttes, c'est le salaire d'un directeur débutant avec une maîtrise. 67 200 gouttes, c'est aussi le salaire de chef de service qui a déjà 10 ans. Donc, on fait correspondre un nombre de temps à un certain niveau académique. Augmentation de salaire. Alors, je dois d'abord faire la différence entre augmentation de salaire et ajustement de salaire. L'augmentation de salaire, c'est un surplus de salaire basé sur, par exemple, la performance, l'augmentation de responsabilité, etc. Alors que l'ajustement de salaire, c'est un surplus de salaire pour des raisons économiques. Exemple, le coût de la vie. Si le coût de la vie augmente, on donne un surplus de salaire aux employés. Ce n'est pas une augmentation de salaire, c'est un ajustement de salaire. L'augmentation de salaire peut se faire sur les rendements. Le rendement peut être individuel, le rendement peut être collectif, tout comme le rendement peut être général. On peut aussi utiliser l'incitation et l'intéressement pour augmenter le salaire. Augmentation individuelle, c'est donné à un employé. Ce n'est pas tout le monde qui reçoit cette augmentation, c'est une personne. Dans ce cas, on peut mesurer le rendement individuel. On a évalué, on se rend compte que l'employé a une performance qui dépasse la normale, par exemple, et on décide d'augmenter. Donc, la performance est mesurable. Et dans ces cas, généralement, la coopération est secondaire. Ça veut dire, c'est un poste pour lequel la coopération ou encore le travail avec les autres n'a pas une place prédominante. Dans l'augmentation individuelle, c'est la réussite individuelle qui est favorisée. C'est la réussite individuelle qui est mise en avant. Je reprends. Augmentation individuelle, rendement individuel repérable et mesurable. Coopération secondaire, réussite individuelle. Augmentation collective. L'augmentation n'est pas donnée à une personne, l'augmentation est donnée à un groupe de personnes. À ce moment, on va dire que ça encourage la coopération. On a évalué, on se rend compte que c'est le groupe qui est performant, donc on décide d'augmenter le groupe. Augmentation générale, c'est une augmentation qui est accordée à toute l'entreprise sur la base d'une performance globale. Toute l'entreprise est performante, on donne une augmentation à tout le monde. À ce moment, c'est une augmentation globale. Mais en réalité, ça peut entraîner des passagers clandestins, des personnes qui vont recevoir l'augmentation, mais qui n'ont pas beaucoup participé à cette performance. Et on termine avec l'incitation et l'intéressement. L'incitation, c'est une augmentation spécifique pour augmenter la productivité. Exemple, on partage un pourcentage du bénéfice. On devrait avoir un certain niveau de bénéfice. On a un niveau plus élevé. Eh bien, dans ce surplus, on partage un pourcentage avec les collaborateurs qui ont contribué. C'est pour les encourager à être plus productifs. Intéressement, par contre, c'est donner un intérêt dans l'entreprise. L'intéressement, c'est la prise de participation. Et en général, on trouve les politiques d'intéressement dans les grandes organisations. Je reprends. Incitation, augmentation spécifique pour augmenter la productivité, exemple partage de pourcentage du bénéfice. Intéressement, prise de participation,
Exemple, action, on donne des actions aux employés et en général, on trouve l'intéressement dans les grandes organisations. Voilà qui met fin à ce chapitre qui parlait de rémunération.